Dans l'histoire de la diplomatie moderne, il existe très peu de moments où un seul mot a suffi à faire trembler la plus grande puissance du monde. Ce mot, c'est non, c'est non. Et ce non n'a pas été prononcé par la Chine, ni par la Russie, ni par l'Iran. Il a été prononcé par le Canada, l'allié le plus proche, le plus fidèle, le plus prévisible des États-Unis depuis plus de 150 ans. Et ce simple refus a déclenché une réaction en chaîne que personne à Washington n'avait anticipée. Bonjour, moi c'est Julien Morel et bienvenue sur Le Décryptage. Comme toujours, ici on ne fait pas dans le sensationnalisme, on prend du recul, on analyse et on essaye de comprendre ce qui se joue réellement derrière les gros titres. Et aujourd'hui, ce qui se joue, c'est potentiellement un tournant dans les relations internationales. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble, étape par étape, comment Mark Carney, le Premier ministre canadien, a refusé de négocier avec Donald Trump, pourquoi il l'a fait, comment il l'a fait, et surtout, quelles conséquences ce refus va avoir, non seulement pour le Canada et les États-Unis, mais pour l'ensemble de l'ordre mondial. Et avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. J'aime toujours voir jusqu'où ces analyses voyagent. Allez, on commence. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord revenir au point de départ. Tout commence lorsque Donald Trump propose au Canada ce qu'il appelle un grand accord, un grand bargain, dans le jargon diplomatique américain. En surface, cette proposition semble raisonnable, même généreuse. Trump invite le Canada à la table des négociations pour discuter d'un ensemble de sujets, les tarifs douaniers, la coopération énergétique, la sécurité aux frontières, l'Arctique, les échanges commerciaux, le tout présenté avec un ton conciliant, relayé par les médias américains comme un geste d'ouverture. Mais, et c'est là que l'analyse commence, l'équipe de Mark Carney ne s'est pas arrêtée à la surface. Ils ont analysé, ligne par ligne, les conditions préalables attachées à cette invitation. Et ce qu'ils ont découvert a tout changé. Première condition. Le Canada devait suspendre immédiatement ses tarifs de représailles, ses propres tarifs, ceux qu'il avait imposés en réponse aux tarifs américains. Mais attention, les tarifs américains sur les produits canadiens, eux, restaient en place. Autrement dit, le Canada devait désarmer, unilatéralement, avant même de s'asseoir à la table. Deuxième condition, le Canada devait mettre en pause toutes ses négociations commerciales avec d'autres partenaires majeurs. L'Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie. En clair, le Canada devait renoncer à ses alternatives, à sa diversification, à son plan B, avant de négocier. Troisième condition, le Canada devait accepter que les tarifs américains soient justifiés par la sécurité nationale. Rappelons que le Canada est un allié de l'OTAN. Un allié qui partage la plus longue frontière non militarisée du monde avec les États-Unis. Et quatrième condition, le Canada devait accepter un agenda et un calendrier dictés entièrement par Washington. Posez-vous la question, est-ce que ce sont des conditions de négociation ou est-ce que ce sont des conditions de capitulation ? Bon, c'est exactement la question que Carney s'est posée, et sa réponse a été sans ambiguïté. Ce que Trump présentait comme une main tendue était en réalité un piège stratégique. L'objectif n'était pas de négocier un accord équitable. L'objectif était de geler la stratégie canadienne de diversification, de restaurer le monopole commercial américain et de ramener le Canada dans une position de dépendance. Et c'est précisément parce que Carney a compris cela qu'il a pris une décision qui a stupéfié le monde entier. Mark Carney organise une conférence de presse. Pas depuis le ministère de l'économie, pas depuis son bureau, depuis le ministère des Affaires étrangères. Ce choix de lieu n'est pas anodin. Il envoie un message clair, ceci n'est pas une dispute commerciale. C'est une affaire diplomatique. C'est une question de souveraineté. La conférence dure 4 minutes seulement, et au cœur de ces 4 minutes, 6 mots qui vont faire le tour du monde. Nous ne négocions pas avec vous. 6 mots. Dans l'art de la négociation, il existe une maxime célèbre attribuée à Warren Buffett. Le pouvoir ultime dans une négociation, c'est la volonté sincère de se lever et de partir. Mais ce que Carney a fait va encore plus loin. Il ne s'est pas levé de la table. Il n'a même pas pris la peine de s'y asseoir. Il a dit à la plus grande puissance économique du monde, « Vous ne méritez même pas qu'on discute avec vous. Qui est moi ?» Et il a expliqué pourquoi en 3 points.
Premier pilier, la confiance. Carney rappelle que les États-Unis ont déjà violé des accords existants, le NAFTA, puis l'USMCA, des traités que le Canada avait négociés de bonne foi. Des accords où le Canada avait fait des concessions. Et qu'a fait Washington? Il a agi unilatéralement, sans consultation, sans base juridique. Il a déchiré sa propre parole. La question de Carney est simple. Comment peut-on négocier avec quelqu'un qui ne respecte pas ses propres engagements? Deuxième pilier, la souveraineté. Les conditions préalables de Trump exigeaient que le Canada renonce à son droit souverain de définir sa propre politique commerciale, qu'il accepte un agenda imposé de l'extérieur, qu'il se soumette à un calendrier qui n'est pas le sien. Pour un État souverain, accepter ces termes n'est pas négocier, c'est capituler. Troisième pilier, l'indépendance. Et c'est peut-être le point le plus important. Le Canada a engagé depuis plusieurs mois une stratégie de diversification commerciale. Des négociations accélérées avec l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, l'Inde, l'ASEAN. L'objectif, réduire la dépendance canadienne au marché américain, qui représente historiquement plus de 75% des exportations du pays. Carney le dit clairement, cette diversification n'est pas un outil de pression, ce n'est pas un levier de négociation. C'est un changement permanent dans l'architecture économique du Canada. Et il est hors de question de mettre ce processus en pause pour participer à un simulacre de négociation conçu pour le ralentir. Quand Carney termine sa déclaration, il y a un moment de silence dans la salle de presse. Pas un silence de confusion, un silence de stupéfaction. Car tout le monde comprend que ce qui vient de se passer est sans précédent. Le meilleur ami de l'Amérique vient de lui dire, en face du monde entier, non seulement je refuse vos conditions, mais je refuse même de vous parler. Mais Carney ne s'est pas contenté de dire non, il a agi. Et la riposte canadienne, quand on l'analyse dans sa totalité, est d'une précision chirurgicale. Front numéro 1, les tarifs ciblés. Le Canada impose des tarifs de représailles sur les produits agricoles américains, les biens manufacturés et l'électronique grand public. Mais bon, et c'est là le génie stratégique, ces tarifs ne sont pas répartis uniformément. Ils ciblent spécifiquement les États républicains. L'Iowa, l'Alabama, le Texas, le Wisconsin, des États qui forment la base électorale de Trump, le montant total, 47 milliards de dollars d'exportations américaines affectées. Et le détail crucial, ces tarifs ne sont pas des décrets exécutifs temporaires, ce sont des lois permanentes votées par le Parlement canadien. Ce qui signifie qu'un simple changement de politique à Washington ne suffirait pas à les annuler. Il faudrait un vrai processus législatif complet au Canada pour les retirer. Front numéro 2, l'énergie. Le Canada est le premier fournisseur d'énergie des États-Unis. Pétrole, gaz naturel, hydroélectricité. Des millions d'Américains chauffent leurs maisons, font tourner leurs usines, alimentent leurs villes grâce à l'énergie canadienne. Et Carney frappe là où ça fait le plus mal. Réduction de 15 à 20% des exportations de pétrole et de gaz vers New York, la Nouvelle-Angleterre et le Pacifique Nord-Ouest. Coupure complète des livraisons vers le Midwest. Les projections? Une augmentation de 8 à 14% des prix de l'énergie dans les États frontaliers américains, en plein hiver. Et là encore, ce n'est pas une mesure temporaire, c'est une pression calibrée, soutenue et progressive. Le message est clair, chaque jour qui passe sans résolution coûte plus cher à l'Amérique. Front numéro 3, les minéraux critiques, et c'est peut-être le front le plus dévastateur à long terme. Le Canada est l'un des plus grands producteurs mondiaux de terres bellitéraires rares, de nickel, de cobalt, de lithium et de potasse. Des matériaux essentiels pour l'industrie de la défense, les véhicules électriques, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle. Carney restreint les exportations de ces minéraux vers les nations non alliées. Et dans cette catégorisation, les États-Unis sont délibérément exclus de la liste des alliés pour les ressources stratégiques. Réfléchissez à ce que cela signifie. Les sous-traitants de la défense américaine, les fabricants de véhicules électriques, les entreprises technologiques, tous dépendent de ces minéraux canadiens. Et du jour au lendemain, l'approvisionnement devient incertain. Ce n'est pas seulement une mesure économique, c'est une arme géoéconomique.
Front numéro 4, la dégradation diplomatique. Le Canada rappelle son ambassadeur de Washington pour consultation. C'est un geste diplomatique d'une gravité exceptionnelle, juste en dessous d'une rupture totale des relations. Et pour mettre les choses en perspective, cela ne s'était jamais produit en 158 ans de relations diplomatiques continues entre les deux pays. Pas pendant les deux guerres mondiales, pas pendant la guerre froide, pas pendant la crise de Cuba, jamais. Ce geste envoie un signal au monde entier. Le Canada considère que les États-Unis, sous Trump, ne sont plus un partenaire digne de confiance. Alors, comment Washington a-t-il réagi? En un mot, mal. L'administration Trump n'était tout simplement pas préparée à ce scénario. Ils avaient anticipé des contre-offres, des rejets publics, suivis de négociations discrètes. Peut-être même des représailles économiques classiques qu'ils pourraient escalader. Mais un refus total de s'asseoir à la table, ça, personne ne l'avait envisagé. Et le problème pour Trump est structurel. Tout son plan reposait sur un postulat fondamental, que le Canada viendrait négocier, que les tarifs américains serviraient de levier pour arracher des concessions, que le déséquilibre de puissance entre les deux pays forcerait Ottawa à accepter ces conditions. Mais quand votre adversaire refuse de jouer, votre levier ne vaut plus rien. Les tarifs américains sur les produits canadiens, qui étaient censés être une arme, deviennent des blessures auto-infligées. Ce sont les consommateurs américains qui paient plus cher. Ce sont les industries américaines qui perdent des fournisseurs. Et menacer d'escalader ne sert à rien face à quelqu'un qui a déjà dit « faites ce que vous voulez, on ne viendra pas ». Et la pression interne commence immédiatement. Les PDG des grandes entreprises américaines appellent la Maison-Blanche. Le secteur automobile, le secteur énergétique, le secteur agricole, tous demandent la même chose. Résolvez cette crise, ramenez le Canada à la table. Et la réponse de l'administration? Le Canada ne veut pas nous parler. Imaginez la scène. La plus grande puissance économique du monde qui fait face à une crise commerciale majeure et dont la seule réponse est l'autre partie refuse de décrocher le téléphone. Les sénateurs républicains des États frontaliers commencent à s'agiter. L'Iowa perd ses exportations agricoles. Le Michigan voit son industrie automobile menacée. Le Wisconsin, la Pennsylvanie, des États swing, des États électoralement décisifs, subissent les conséquences des tarifs canadiens. Et la colère commence à se retourner, pas contre Ottawa, contre Washington, contre l'administration qui a créé les conditions de cette crise. C'est une ironie cruelle pour Trump. Lui qui se présente comme le plus grand négociateur de l'histoire, qui a écrit The Art of the Deal, se retrouve face à un adversaire qui lui dit « Il n'y a pas de deal et il n'y en aura pas ». Warren Buffett a un mot pour cette situation. Quand vous ne pouvez pas forcer l'autre partie à s'asseoir, tout l'art du monde ne vaut rien. Car l'art of the deal présuppose qu'il y a un deal à faire. Enlevez le deal et il ne reste plus d'art. Il ne reste que le vide. Mais cette crise dépasse largement le cadre des relations canado-américaines. Ce que le monde entier observe en ce moment, c'est un précédent. Si le Canada, le meilleur allié de l'Amérique, le voisin le plus intégré, le partenaire le plus loyal, peut dire non à Trump et survivre, alors qui ne le peut pas? L'Union européenne observe, le Japon observe, la Corée du Sud observe, le Mexique observe, le Royaume-Uni observe. Et ce qu'il voit, c'est que refuser de négocier avec les États-Unis n'est pas un suicide économique. C'est une option stratégique viable. Car Carney n'a pas simplement dit non, il a montré qu'il avait un plan B, un plan C, un plan D, la diversification commerciale vers l'Europe, l'Asie, l'Inde, l'Australie, tout était déjà en mouvement avant le refus. Le non n'était pas un geste désespéré. C'était la conclusion logique d'une préparation méticuleuse. Et c'est exactement ce qui effraie Washington. Parce que si d'autres pays suivent le même modèle, diversifier d'abord, refuser ensuite, alors tout le système de pression économique américain s'effondre. Pensez-y. La stratégie de Trump repose sur un principe simple. L'Amérique est le marché le plus grand, le plus riche, le plus incontournable du monde. Tout le monde a besoin d'y accéder. Donc tout le monde doit accepter les conditions américaines. Mais que se passe-t-il
quand un pays prouve qu'il peut prospérer sans ce marché? Que se passe-t-il quand les alternatives existent, qu'elles sont en place et qu'elles fonctionnent? Le levier disparaît. Et les chiffres le confirment déjà. En 2025, les exportations canadiennes vers les États-Unis ont diminué de 5,8%, mais les exportations vers le reste du monde ont augmenté de 17,2%. Les exportations vers l'Union européenne, plus 20%. Vers Singapour, plus 67%. L'Inde, 5,5 milliards de dollars de contrats signés, dont 2,6 milliards pour l'approvisionnement en uranium. La part américaine dans le commerce extérieur canadien vient d'atteindre son plus bas niveau depuis le début des années 1980. Le Canada n'est pas en train de punir les États-Unis, il est en train de les remplacer. Et l'objectif affiché de Carney est clair, doubler les exportations non américaines du Canada pour atteindre 600 milliards de dollars d'ici 2035. Ce n'est plus de la politique, c'est de l'ingénierie économique à grande échelle. Alors, prenons du recul. C'est ce qu'on fait ici, sur le décryptage. On prend du recul. Qu'est-ce que cette crise nous révèle sur l'état réel du monde en 2026? Première leçon, la fin de l'unipolarité économique. Pendant des décennies, l'économie mondiale a fonctionné sur un modèle centré sur les États-Unis. Le dollar comme monnaie de réserve, le marché américain comme destination incontournable, les conditions américaines comme normes par défaut. Ce modèle n'est pas mort, mais il est fissuré. Et le Canada vient d'élargir la fissure. La mondialisation a créé des alternatives. L'Asie représente aujourd'hui plus de 35% du P1B mondial. L'Union européenne reste le plus grand bloc commercial de la planète. L'Inde croît à un rythme de 9% par an. Les pays qui se diversifient ne perdent pas, ils se libèrent. Deuxième leçon, la puissance du refus. Dans les relations internationales, on parle souvent de hard power, la puissance militaire, et de soft power, l'influence culturelle et diplomatique. Mais il existe une troisième forme de puissance, rarement théorisée. La puissance du refus. Refuser de jouer selon les règles de l'adversaire. Refuser de s'asseoir à une table dont les conditions sont fixées d'avance. Refuser de participer à un jeu dont l'issue est prédéterminée, c'est exactement ce que Carney a fait. Et en faisant cela, il n'a pas seulement protégé les intérêts canadiens, il a démontré que la désobéissance stratégique, quand elle est préparée, peut être plus puissante que la conformité. Troisième leçon, l'importance de la préparation. Ce qui rend le refus de Carney si dévastateur, ce n'est pas le refus en lui-même. C'est le fait qu'il avait tout préparé avant de le prononcer. Les accords commerciaux avec l'Europe, le Japon, l'Inde, l'Australie, ils étaient déjà en cours. Les tarifs de représailles, ils étaient déjà prêts. Les restrictions sur les minéraux critiques, elles étaient déjà planifiées. Le rappel de l'ambassadeur, c'était déjà dans les scénarios. Carney n'a pas improvisé. Il a exécuté un plan, et c'est cette préparation qui a transformé un simple non en un tremblement de terre géopolitique. Et quatrième leçon, peut-être la plus profonde, on ne négocie pas avec quelqu'un qui ne respecte pas les accords qu'il a déjà signés. C'est un principe élémentaire. En droit, en affaires, en diplomatie. Si votre partenaire a violé les termes de votre accord précédent, pourquoi accepteriez-vous d'en signer un nouveau? Sur quelle base de confiance? C'est exactement l'argument de Carney. Et c'est exactement la raison pour laquelle il est si difficile à contrer. Parce qu'il est rationnel, parce qu'il est logique, et parce qu'il est juste. Nous vivons un moment charnière dans l'histoire des relations internationales. Le Canada vient de prouver qu'il est possible de dire non à la plus grande puissance du monde et d'en sortir renforcé. La question n'est plus de savoir si d'autres pays suivront, la question est combien et à quelle vitesse. Si cette analyse vous a aidé à y voir plus clair, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Sur le décryptage, on ne vous dit pas quoi penser. On vous donne les clés pour comprendre. Dites-moi en commentaire, selon vous, est-ce que Trump va trouver un moyen de ramener le Canada à la table, ou est-ce que le divorce est définitif? Moi, c'est Julien Morel, et on se retrouve très vite pour le prochain décryptage.